Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire sur la sécurité dans les projets IoT. Donc, on va attendre encore quelques secondes que tout le monde est bien plus connecté. Voilà, si jamais vous avez un souci technique, vous ne nous entendez pas ou vous ne voyez pas les slides, vous pouvez nous faire signe par chat, mais normalement, on confirme que tout est OK. Donc voilà, on a un nombre de participants voilà, qui sont bien arrivés. Je vous propose donc de démarrer. Donc, je vais lancer les présentations. Donc, Eric, qui va être mon co-animateur sur ce webinaire. Donc j'attaque. Donc bonjour à tous, je suis ravi d'être parmi vous en cette fin de matinée. Donc effectivement, régulier, je suis directeur cybersécurité chez Level6. J'ai un historique dans la cybersécurité, bien évidemment, depuis plus de 25 ans. J'ai un vécu dans la Sécu-Indus et donc un certain savoir-faire dans la sécurité IoT, puisqu'aujourd'hui, on accompagne certains de nos projets, y compris sur des projets un peu ambitieux sur la mise en place d'infrastructures IoT, Smart City, toutes ces choses-là. Ouais. Donc moi je suis Jérôme Fenouil, je suis le directeur technique CTO, cofondateur de Synox. Voilà, Synox qui est intégrateur et éditeur de solutions IoT universelles et interopérables et sécurisées. Donc voilà, on va vous présenter lors de ce webinaire, en fait, une approche de démonstration de projet, de déroulé de projet intégrant les technologies IoT et aussi intégrant tout ce qui est approche et prise en compte de la sécurité tout au long du projet. Donc D26 et Synox qui sont des partenaires ont monté un partenariat relativement récent parce que effectivement toute cette approche et la complémentarité de nos savoir-faire s'articulent particulièrement bien sur des projets communs alliant l'IoT, hein, puisque Synox apporte depuis plus de 15 ans aujourd'hui son expertise sur toutes les briques de l'IoT et met en place des architectures complètes. On a été beaucoup challengé par nos propres clients sur la mise en place de la sécurité. Et donc, on s'est rapproché de 26 pour nous aider et nous donner effectivement ce crédit au niveau de la sécurité. Alors, nous, de notre côté, effectivement, un gros savoir-faire naturellement en sécurité. Et c'est un peu la démarche complémentaire, puisque nous, aujourd'hui, on savait faire, mais on avait besoin de partenaires bien implantés sur le domaine de l'IoT, avec qui on pouvait discuter de façon sérieuse et avancée sur la structuration en fait, des projets en termes de sécurité. Donc nous, on est capable d'apporter beaucoup de valeur ajoutée à la fois au niveau organisationnel, procédural, donc conformité, mais aussi en termes de validation d'architecture par des tests de vulnérabilité, des tests d'intrusion, etc., etc. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va faire un rappel du contexte actuel IoT et cybersécurité. C'est quelque chose de très sensible, voilà, qui est venu sur le devant de la scène à plusieurs reprises, de par la multiplication des risques de cyberattaques. Autant pour récolter des données personnelles en conduisant à des ransomware ou à d'autres utilisations de ces données personnelles qui peuvent se cacher derrière des objets IoT. Donc ça Eric va nous en parler. Tout ce qui peut être usurpation de l'identité d'un objet, tout ce qui est des fraudes au compteur, d'objets finalement assez simples, et sur bien sûr tout ce qui est la prise en main à distance des assets qui aujourd'hui se retrouvent connectés dans des bâtiments, dans des véhicules, dans des usines, qui peuvent avoir un risque très fort de sécurité, en termes de sécurité physique même. Alors effectivement, l'IoT échappe pas à la règle générale qu'on constate dans le système d'information et dans la dématérialisation de l'information aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a une explosion en fait des attaques. Hein. Bon, le chiffre qui est indiqué ici de 2017, c'est plus 600% sur la partie IoT. Aujourd'hui, on a beaucoup déployé, comme ça a été fait d'ailleurs dans le monde industriel, en ne prenant pas forcément en compte le fait que plus tard, ce serait hyperconnecté. Cette hyperconnexion fait qu'en fait, on devient plus vulnérable parce qu'on est potentiellement au moins touchable et puis au pire attaquable via des individus plus ou moins comment dirais-je, avec une bonne approche ou envie de vous rendre service. Donc, de ce côté-là, on est visible.
et on rentre sur des systèmes qui sont au cœur de nos activités. En fait, c'est vraiment ça le problème de l'IoT aujourd'hui. Donc voilà, donc dans le déroulé de ce webinaire, on va vous présenter finalement une démarche projet qui s'articule en 5 points sur les projets IoT qu'on a l'habitude de mener. Et justement aujourd'hui, avec ce nouveau partenariat avec Devensys, où c'est que Devensys va venir nous challenger encore plus sur l'approche sécurisée qu'on avait l'habitude de mener. Chez Synox, on a l'habitude de mener une démarche projet, alors projet IoT en 5 étapes, basée sur une première approche d'écoute et de connaissance et de création du cas d'usage avec nos clients, en les sensibilisant dès le début sur le critère de la sécurité, sur la réalisation incontournable d'un proof of concept, mais avec une démarche cadrée et maîtrisée qui permettent d'aller rapidement vers une cible, vers un bilan complet de ce proof of concept pour bien sûr aller vers un passage à l'échelle maîtrisé sur la réalisation, sur le déploiement et sur la sécurité qui aura été validée sur les étapes précédentes. Et bien sûr, la sécurité ne s'arrête pas à la mise en place du projet, comme l'évolution du projet IoT, c'est quelque chose qui est dans une généralisation continue, une amélioration continue des process et des méthodes de sécurité. Donc la première étape de ce projet-là, c'est effectivement savoir écouter le fonctionnement du client pour trouver son point de douleur et trouver ses axes d'amélioration que l'IoT va pouvoir lui amener. On parle de projet IoT, c'est quelque chose qui me plaît pas forcément. Il n'y a pas de projet IoT. Il n'y a que de la mise en œuvre de technologies IoT dans des projets métiers pour améliorer finalement la productivité, le ROI, la facilité d'usage des personnes qui vont être derrière ces déploiements. Donc nous, quand on est sur ces écoutes-là, on écoute effectivement ces points de douleur, on essaie de se projeter soit sur des solutions existantes, c'est toujours la meilleure chose pour justement réutiliser des choses qui ont été faites, aussi bien en termes de hardware qu'en solution software, ou de construire une nouvelle solution, où l'attente en sécurité est forcément encore plus forte. Et forcément, dans cette étape d'écoute et de sensibilisation, on essaie de sensibiliser dès le début nos clients à l'importance de la sécurité. Alors, ce qui est important en fait de rappeler avant de commencer, c'est que les problématiques dont on parle ici en cybersécurité sont des problématiques globales. On va retrouver exactement la même chose dans la gestion de la sécurité des systèmes d'information classiques. Donc effectivement, ces notions de comprendre la problématique du client, l'inviter à réfléchir aux objectifs à atteindre et comment les atteindre, ça c'est des choses qu'on va retrouver partout. Mais cet aspect de souligner en particulier quelles peuvent être les dérives ou les atteintes sur le système d'information dans lequel on va mettre en œuvre effectivement l'IoT et pas forcément le projet IoT, c'est important parce que du coup, ça peut avoir des conséquences graves en amont, voire après en aval quand ça va être déployé, qui peuvent compromettre le déploiement complet du projet. Donc ça, c'est vraiment important de faire réfléchir dans le fond. Et là, peut-être qu'on va pouvoir s'appuyer sur des ABAC comme des normes qui existent, qu'on peut utiliser, je pense à la 27001 ou d'autres, qui peuvent tout à fait être utilisées dans le cadre du projet IoT. Donc pour imaginer un petit peu le propos de cette première étape, effectivement, souvent quand on va en visite chez des prospects ou chez des clients, là je prends un exemple d'une machine industrielle, on arrive souvent sur des machines plus ou moins complexes avec un client qui exprime son besoin. Je veux connecter ma machine. Pourquoi? Il va falloir souvent creuser avec lui derrière. Il est des fois plus mature. Il dit je veux transformer mon business model, je veux passer d'une vente de matériel à une vente de service où je ne m'en sors pas avec mon cycle de maintenance. Effectivement, il va optimiser le service de maintenance qu'il y a derrière. Des fois, on a des personnes qui peuvent être assez réfractaires en disant ça marche très bien comme ça et je veux pas forcément connecter ma machine. Donc avec un projet qui arrive plutôt par le haut et qui est poussé. Donc, il faut arriver à convaincre toutes les personnes de la société que l'IoT peut arriver à résoudre des points de douleur qu'ils ont chez eux.
Donc il y a plusieurs solutions pour connecter via de l'IoT ces machines-là et amener de la valeur. Donc, c'est soit s'interconnecter avec l'électronique de la machine en posant, je dirais, des cartes électroniques ou en utilisant des cartes électroniques existantes. Voilà, ça peut poser tout un problème de certification électronique de la machine et puis d'intégrité aussi en termes je dirais, de sécurité électronique au niveau de la machine. Il y a des solutions aujourd'hui assez simples où on peut aller poser des capteurs non intrusifs qui vont aller surveiller la consommation d'électricité, les vibrations, etc. On peut s'interconnecter avec une API d'une solution propriétaire. Beaucoup de constructeurs de machines ont déjà, ou de fabricants de composants ont déjà connecté leurs solutions et récupèrent déjà les données dans le cloud. Donc, il faut savoir aussi analyser de quelle manière, de manière sécurisée et être force de conseil auprès de nos clients là-dessus, avec l'appui d'un partenaire bureau d'études aussi qu'il faut savoir qualifier si il y a du développement, je dirais, hardware et firmware embarqué à réaliser. Oui, moi, il y a plusieurs points sur lesquels j'aimerais rebondir. Sur le point 1, effectivement, le dernier point, ça marche très bien comme ça. Donc, ayant un peu travaillé dans le monde de la sécurité Indus, ça, c'est un sujet qu'on entend en permanence. Alors, qui peut parfaitement être justifié dans le monde industriel, puisque la priorité étant la fonctionnalité, c'est-à-dire le fait que ça marche. Donc, ça, on peut parfaitement le comprendre. Après, dans le monde IoT, c'est plus complexe, parce que du coup, c'est moins justifié. Et le fait de ça marche et j'y touche pas est moins justifiable. Donc là, c'est des arguments qu'il faut apprendre à contrer et à expliquer. Je vais vous donner encore un exemple extrêmement concret. J'étais hier sur une conférence à Alès où on parlait de cybersécurité et on me rapportait le cas où un client éducation d'ailleurs, qui fait de la formation, était extrêmement fier parce qu'il avait réussi à migrer son parc de machines XP sur Seven. C'est drôlement bien, ça marche, c'est cool. Hein. Ah oui, mais attention, il a quand même Seven, mais il a des antivirus, il n'est pas UWall. Donc ça marche. Et là, il y a un problème de fond, effectivement, et c'est le fameux ça marche très bien. C'est-à-dire se poser les vraies questions. Oui, ça marche, mais est-ce que le ça marche, ça va suffire pour pérenniser et garantir la protection du système et surtout sa pérennité dans le temps? Ça, c'est le premier point sur lequel je voulais rebondir. Le deuxième point, c'est effectivement, sur le point 2, il y a deux éléments. Pose de capteurs non intrusifs, on n'en parle pas suffisamment. C'est-à-dire que la non-adhérence des dispositifs qu'on va mettre en œuvre, c'est un point qui est essentiel quand on va apporter des modifications, qu'on va faire évoluer un système. La non-adhérence va permettre le fait de pouvoir maîtriser dans la durée à la fois le prestataire et le service qu'on va y poser. Et l'API avec la solution propriétaire, mais tu en as parlé, c'est effectivement s'assurer que non seulement l'API est bonne, mais que le propriétaire sera en capacité dans le temps de continuer à soutenir la solution. Donc, c'est tout un tas de questions qui peuvent paraître décorrélées de la partie sécurité, alors qu'en fait, elles le sont, mais complètement. Là, on va être plus dans l'organisationnel, la réflexion globale, etc. Mais la sécurité, ça n'est pas que du technique. Au contraire, au contraire. Et donc, dans le dernier point, effectivement, c'est dans le troisième point, c'est aussi toutes les questions qui vont avoir un impact, toutes les questions qu'on se pose dans le cadre d'un cadrage, d'un projet qui va intégrer de l'IoT, c'est toutes les questions qui vont avoir un impact direct avec la sécurité. C'est effectivement que fait votre machine. Est-ce que votre machine, elle relève des compteurs d'eau ou est-ce qu'elle gère la sécurité je sais pas, d'une usine classée Céveso ou est-ce qu'elle pilote ou est-ce qu'elle relève des données liées à la santé? Voilà, c'est des choses complètement différentes sur lesquelles la réponse en termes de sécurité va forcément être différente. Tout ce qui est prise en main à distance aussi de la machine, est-ce que votre machine a été conçue pour être pilotée à distance? Et donc forcément en termes de sécurité, il va y avoir des éléments à pointer. Où se trouvent vos clients aussi, la dimension géographique. Alors ça a un impact fort sur les réseaux IoT qui vont être utilisés, mais également sur la visibilité, je dirais, sur les réseaux IoT que va avoir votre solution. La criticité de la situation, j'en ai parlé tout à l'heure avec la finalité de la machine et le niveau de sensibilité des données. Effectivement, les données santé, des données sécurité vont pas avoir le même niveau d'importance que des données. Je prends souvent l'exemple du relève de compteur d'eau parce que derrière cette cas d'usage hyper simple, se retrouvent quand même des problématiques de sécurité très fortes. Et ce point 3 souligne bien le fait qu'en fait,
on a une problématique à laquelle on ne peut pas répondre d'emblée. C'est-à-dire que si on ne passe pas par une analyse de risque, alors ça fait tout le temps peur quand on parle d'analyse de risque, mais il y a analyse de risque et analyse de risque. Si on ne part pas au départ d'une analyse de risque, c'est-à-dire quels sont les actifs que je vais mettre en œuvre, quelles sont les vulnérabilités, les menaces qui seraient exploitables, contextualiser la menace par rapport à l'environnement dans lequel je veux mettre et l'objectif à atteindre, et à partir de là, ben dire, bon, ok, maintenant j'ai bien identifié, et je vais pouvoir répondre à toutes ces questions qu'on a dans le point 3. Et en y répondant, ben, je vais pouvoir savoir quelle orientation dois-je prendre, ou alors dire juste, maintenant, juste, je ne peux pas le faire, parce que si je le fais, je vais être en contradiction, soit avec des standards, soit avec des normes, soit avec des lois, soit avec des cas d'usage qui ne me permettent pas de le faire. Donc ça, c'est important. Et du coup, cette analyse de risque, elle doit passer en amont du projet sur le fonctionnement, le type de projet qu'on veut monter, mais également, elle devrait être circonstanciée par le client lorsqu'il sera mis en œuvre. Ok. Donc, une fois passé cette première étape d'écoute et de découverte, on va être capable de construire finalement une démarche cadrée autour de ce POC pour pouvoir justement aller rapidement, dans le temps que le souhaite le client, vers une solution qui va permettre de prouver le concept, hein, c'est le but de ce POC, et surtout dans un temps défini. Je pense que beaucoup de projets IoT ont eu des POC qui n'ont pas su converger vers un bilan qui a permis au client de prendre la décision. Et donc nous, c'est effectivement quelque chose qu'on amène avec la démarche qui est projetée là autour de tout ce qui est initialisation et cadrage du POC, et effectivement bien définir avec le client ce qui est important de voir dans le POC et essayer de le cibler en mode design to cost. Hein. C'est sûr qu'en fonction du budget du client, on va avoir des durées de POC qui vont changer, et il va falloir se focaliser sur ce qui est important au niveau du client. Est-ce que c'est la récolte de la donnée, la qualité de la donnée, le niveau de sécurité? Voilà. En fonction du budget, on ne va pas pouvoir forcément tout évaluer dans le cadre du POC, et il faut être assez transparent avec le client à ce niveau-là. Il faut effectivement gérer toute la partie hardware une fois que ce POC est cadré, mettre en place tout le socle technique de preuve. Donc, bon, sinon, on a des solutions logicielles et d'infrastructures qui nous permettent justement après le hardware de manager et de mettre en place des POC très rapidement, avec des niveaux de personnalisation qui sont aussi souvent attendus par nos clients, et aussi de montrer ce que commence à donner un POC dans l'exploitation en fonction du périmètre et du nombre de devices qu'on a choisi de fournir. Donc sur ces différentes étapes de POC, un POC doit durer pour nous entre 3 et 6 mois, sinon effectivement on n'est plus dans le cadre du POC, et le projet va glisser, va nous échapper, va perdre de sa valeur. Donc il faut savoir aller vers cette étape clé qui est le bilan du POC, savoir dire voilà ce qu'on a réussi dans le POC, et essayer de se projeter dans l'avenir. Alors, si je peux me permettre, sur l'ensemble de ces éléments-là, effectivement, là, on ne peut pas dire je vais mettre la sécurité au début, c'est-à-dire dans l'initialisation et le cadrage, je vais faire en sorte que dans le cahier des charges fonctionnelles et techniques, on ait pris en compte et il y ait des points forts sur la petite sécurité, puis dire j'irai au résultat à la fin au bilan pour voir si ça a été traité. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut l'intégrer à l'initialisation et au cadrage, bien évidemment, et on doit avoir des parties spécifiques, mais derrière, on va devoir effectivement l'intégrer à chaque phase et vérifier qu'à chaque phase soit bien pris en compte. Et d'ailleurs, dans des contextes très particuliers, par exemple, si les outils de remontée, je prends le compteur, par exemple, qui est un très bon exemple, le compteur électrique, dans le cadre où on va avoir éventuellement de la remontée de données personnelles, ça fait partie des obligations qui sont stipulées par le RGPD, par exemple, hein, que tout au long de la phase du projet et tout au long de la phase de vie, eh ben, on puisse effectivement montrer que la sécurité est prise en compte, by design. Ouais, voilà. Donc, effectivement, dans cette étape 2, dans ce POC, effectivement, on va travailler dans un environnement déjà sécurisé. Donc, en étudiant la sécurité au niveau de l'objet lui-même, donc savoir identifier l'objet, garantir l'intégrité, l'authenticité de cet objet, des données qui sont remontées, protéger l'accès, que ce soit l'accès physique des fois à l'objet, ça peut être une contrainte dans un projet. On a des objets qui peuvent se retrouver dans le domaine public, donc il faut savoir avoir des capteurs qui ne soient pas vandalisables, qui ne soient pas fracturables, et avec des protocoles d'accès radio qui soient maîtrisables. Bien sûr que cette donnée soit à minima chiffrée, et utiliser des protocoles sécurisés. Amener la sécurité par le réseau. Alors, éviter les réseaux publics, non, c'est faux. On utilise toujours des réseaux publics, mais éviter que ces données se retrouvent sans protection sur des réseaux publics. Éviter l'échappement au maximum sur Internet.
et utiliser des mécanismes d'authentification du matériel. Donc, on peut identifier des modems, des hardware pour être sûr que ce soit bien le device qui a été provisionné qui va nous fournir cette donnée. Et donc aussi tout ce qui est sécurisation pour l'infrastructure, donc avec de l'infrastructure privée. Donc on voit là par exemple sur le cadre du bas où on a un exemple de sécurisation d'infrastructure privée sur du réseau cellulaire. On utilise un réseau cellulaire qui est un réseau public, mais sur lequel on va apporter une couche qu'on appelle un APN privé qui va permettre de se connecter au cœur de réseau des opérateurs pour éviter que la donnée échappe sur Internet. Donc ça a plusieurs effets, mais ça permet de sécuriser by design l'infrastructure de communication entre le device et le cloud dans lequel on va récupérer. Donc, c'est vrai que c'est intéressant, c'est qu'on voit les différentes étapes par lesquelles va transiter l'information et du coup, les différents points d'accroche sur lesquels nous, on va devoir focuser pour la partie sécurité. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de points, en règle générale, sur l'IoT, en règle générale, on serait capable de mettre en place un certain nombre d'approches et de politiques qui nous permettraient d'avoir des choses proprement configurées. Et là où ça commence à pêcher, c'est qu'effectivement, il arrive que les dispositifs et l'infrastructure dans laquelle ils soient déployés le soient soit de façon par défaut, soit de façon mal configurée. On parlait tout à l'heure d'identification de l'objet. Attention effectivement aux clés, comment sont-elles générées, comment sont-elles gérées, comment sont-elles conservées. On parlait de la protection des accès, on parlait du chiffrement de la donnée, quels protocoles sont utilisés, comment ça a été implémenté. Et puis on parlait de la configuration, enfin on n'en parlait pas, mais c'est dedans la partie configuration, hein, puisque là aujourd'hui il y a pas mal de procès d'intention qui sont faits sur certains protocoles utilisés, je pense à LoRa ou des choses comme ça. En fait, les problèmes viennent plus effectivement des problèmes de configuration que de l'outil lui-même. Donc il y a un vrai travail de fond à faire sur l'ensemble de ces problématiques qu'on a vues, qui sont plus dans la maîtrise des outils et dans la maîtrise des configurations qu'on va avoir à faire aujourd'hui que dans les produits eux-mêmes. Même si il y a quand même un travail de fond, et ça on en a parlé sur les premières slides, sur effectivement la validation et le choix des dispositifs qu'on va utiliser. Donc, dans cette étape de POC, effectivement, dans un environnement sécurisé, là, je mets un exemple d'infrastructure qu'on peut mettre. Effectivement, on va essayer de sécuriser tout le flux entre le capteur et l'utilisateur final ou je dirais les infrastructures qui vont héberger et interagir avec ces capteurs. Donc là, les flèches sont dans un sens, mais il faut bien sécuriser dans les deux sens. Hein. Il y a de l'interaction avec les capteurs, il y a de la mise à jour à distance qui peut être faite, de la reconfiguration, de la prise en main. Donc ça, c'est quelque chose de très important, de venir sécuriser toute cette intégration. Et donc c'est vrai que sinon nous on a une gamme de produits qui permet d'encapsuler ça et de délivrer ça très rapidement dans l'époque. Et aujourd'hui, de Vinci pour des clients en commun nous challenge et nous aide à continuer à faire progresser la sécurisation de cette infrastructure. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on va s'attacher plutôt, une fois qu'on nous présente une infrastructure telle que celle qui est décrite ici, à trouver ce que j'appelle les points rouges, hein, les points chauds, c'est-à-dire les endroits où potentiellement nous, on pourrait attaquer ou trouver des faiblesses. À partir du moment où on identifie ces points chauds, on va identifier, on va nous émettre des recommandations sur le fait de comment on pourrait sécuriser, comment on pourrait empêcher comment on pourrait améliorer le système. Et on s'aperçoit que les points chauds sont souvent les mêmes, mais quand ils sont contextualisés, ils peuvent différer. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir cette analyse et cette approche. Okay. Donc une fois que le POC est mis en place, donc effectivement on va le laisser tourner quelques mois, on va pouvoir itérer, adapter quelques points clés avec le client, mais il ne faut pas avoir peur à un moment donné de faire ce bilan complet du POC à l'échéance qu'on a décidé et de voir par rapport à tous les objectifs initiaux qui ont été définis, que ce soit valider la qualité de la donnée qui est remontée, valider la connectivité qui a été choisie, valider l'infrastructure, la sécurité de l'infrastructure et du device, valider bien sûr le budget, est-ce qu'on a su maîtriser le budget, est-ce qu'on a su prouver le ROI du cas d'usage qu'on a voulu mettre en place, et voilà, et faire un check de tous ces objectifs. On n'est pas obligé de tout réussir. Donc là, volontairement, j'ai pris l'exemple que, par exemple, sur la sécurité, on peut trouver des failles. Je dirais même, on doit trouver des failles.
C'est toujours mieux d'en trouver, de se rassurer, de voir cela, et pour ensuite dire, OK, on a prouvé ou on n'a pas prouvé, mais en tout cas, on a la liste de ce qui, du reste à faire par rapport au périmètre qu'on s'était défini, et on sait définir un plan d'action soit correctif, là, par exemple par rapport à la sécurité, ou un plan d'action de généralisation, c'est-à-dire quelles sont les étapes, quelles sont les actions qui nous restent à mener pour aller vers un projet et un déploiement global. Cela, bien sûr, avec un chiffrage détaillé pour sécuriser aussi le client sur le coût de cet investissement qui est la mise en place d'IoT dans un projet. Et à travers ça, effectivement, le client se sent déjà plus rassuré pour décider d'un go-no-go, toujours à ce que les projets effectivement puissent se faire. Et ça me permet de revenir sur deux notions à la mode aujourd'hui, le security by design et le security by default. En fait, on s'aperçoit typiquement dans ce genre de projet que le by design et by default, c'est essentiel à la réussite du projet. C'est essentiel parce que ça veut dire que by default, ça sera pris en charge, enfin en compte plutôt, sera pris en compte normalement systématiquement et que by design, on va le prendre dans tous les éléments, à tous les endroits et dans toutes les phases du projet. Et si on fait ça, effectivement, en particulier avec, et j'y reviens, un travail de fond bien fait tout au début du projet, à la fois sur le cahier des charges fonctionnel, le cahier des charges techniques, éventuellement l'analyse de risque plus ou moins poussée, ben, en fait, on arrivera assez facilement à valider cette infrastructure sécurité et à ne pas la valider hein, et les devices. Et donc, du coup, comme on le fera correctement, on arrivera à avoir un plan d'action correctif qui sera cohérent et donc, du coup, un chiffrage qui sera réaliste. Le problème, c'est si vous ne le faites pas sérieusement, vous allez constater au fur et à mesure de l'évolution du projet, et encore, dans le meilleur des cas, si vous le constatez, les dysfonctionnements, et vous allez avoir un chiffrage qui ne va pas correspondre et qui va vous donner, par exemple, un go qui ne sera pas cohérent. Je pourrais citer un certain nombre de projets IoT, comme celui de certains compteurs électriques, qui soulignent en fait le dérapage qu'on a pu avoir, parce que justement, sur la partie sécurité, je pense que l'étude aurait dû être plus pertinente. Merci Eric. Donc, une fois ce POC validé, ce passage à l'échelle en tout cas planifié, il va rester des phases qui sont incluses dans le plan d'action qu'on a vu pour affiner cette infrastructure et ce déploiement. Donc, effectivement, là, on va passer sur un déploiement national, international. Et donc, il va falloir mettre en place les accès vraiment liés à chaque utilisateur, les règles d'ouverture et d'autorisation pour chacun des utilisateurs ou des interfaces qui vont être mis en place. Donc ça, cette phase d'être capable de mettre en place cette infrastructure qui est capable d'upscaler un nombre important de devices, souvent le POC, on va le faire dans le meilleur des cas sur des dizaines de devices. Forcément, quand le gap avec l'industrialisation est du x100, du x1000, il faut valider et être à l'écoute sur la sécurité et la capacité de l'infrastructure à monter en charge. Alors, tout à fait, d'autant plus que là, effectivement, sur le schéma, on voit que en intermédiaire, on a un certain nombre de tunnels VPN. À partir du moment où on dit tunnel VPN, on dit attention configuration, on dit gestion des certificats, et du coup, c'est sûr que la gestion ne va pas être la même sur un POC de 10 éléments et sur un déploiement avec des dizaines, voire des centaines de milliers d'outils en fonction du projet. Donc, un vrai travail d'anticipation sur ce sujet-là et de gestion de la configuration. Un autre point sur lequel il faut passer du temps, il faut attirer l'attention, c'est tout ce qui est affinage du process, c'est-à-dire des personnes qui vont venir interagir avec cette nouvelle chose qui est l'IoT qui est déployée. Il y a un certain nombre de personnes, il y a des installateurs, des superviseurs, des gestionnaires, des services métiers, du support, des services IT, des business développeurs, des data scientists, des logiciens. La liste est très longue, plein de métiers, voire des fois des nouveaux métiers dans les entreprises, qui vont avoir à interagir avec ce nouvel outil, qui vont se demander comment on va le gérer. Donc, c'est quelque chose aussi qui, souvent, on le voit, même une fois que le projet est déployé, donne un coup de frein au déploiement parce que ces questions n'ont pas été prévues. Donc, il faut savoir effectivement les anticiper pour gérer la sécurité au niveau du process, gérer les droits d'accès suffisants
est nécessaire pour que la sécurité, et en particulier l'accès aux données et aux devices, soit géré. Alors ça, oui, c'est amusant parce que lorsqu'on le dit, les gens nous disent, bah oui, c'est une évidence. Et après, il y a la vraie vie. Dans la vraie vie, nous, quand on audite ou qu'on passe, on s'aperçoit que c'est extrêmement rarement fait, si ce n'est dans certaines grosses structures. Mais la plupart du temps, effectivement, on se retrouve avec des comptes à privilèges excessifs. On se retrouve avec une séparation des privilèges qui n'existent pas ou qui existent très peu. On se retrouve avec des comptes historiques qui sont toujours là, qui n'ont plus des raisons d'être. Donc, un travail de fond à mener sur la maîtrise en fait des accès qui est très importante parce qu'en fait, elle va engager à la fois la pérennité du projet dans le temps, mais surtout la simplicité de maintenance. Quand c'est conçu et que c'est pensé au départ, c'est relativement facile à maintenir. Quand ça ne l'est pas, c'est beaucoup plus compliqué. Et surtout, ça ouvre tout un tas de choses trappes. Et donc, la dernière étape, je dirais, la boucle dans ces étapes-là, c'est effectivement, une fois que la généralisation est faite, souvent les clients sont contents, ils disent ouf, ça y est, mon projet connecté est déployé. Mais ce n'est que le début, je dirais, de l'aventure parce que forcément, d'avoir ces nouvelles technologies, ces nouveaux usages vont faire naître en interne ou chez leurs clients de nouveaux besoins. Il va y avoir de toute façon des points d'amélioration et dans les process et dans l'infrastructure et dans les devices qui vont être utilisés, qui deviennent obsolètes, qu'il va falloir upgrader, sur lesquels voilà, il va y avoir de nouvelles choses à mettre en place. Donc, il y a toute cette roue d'amélioration qui se lance et sur lesquelles il va falloir interagir, mais toujours en faisant attention à la sécurité, parce que c'est souvent là que des fois la vigilance se baisse. C'est-à-dire, effectivement, on a mis en place, mais quand on a quelque chose qui bouge, qui évolue, ben c'est là aussi où des lacunes, des trappes peuvent s'ouvrir et sur lesquelles il faut avoir un audit un petit peu constant au niveau de la sécurité. Alors là, j'ai deux points à évoquer. Alors le premier point, quand on parle de PDCA, je suis heureux parce que effectivement dans la sécurité on vit avec. Je pense à l'ISO 27001, mais pas que. Tous les systèmes de management en sécurité s'appuient sur ce mode de fonctionnement. Je dis ce que je vais faire, je fais ce que j'ai dit, je contrôle que j'ai bien fait ce que j'avais dit et puis j'améliore. Donc ça, on est parfaitement en phase. Après, effectivement, le deuxième point, c'est attention à la non-régression, attention au fait que l'amélioration n'amène pas des choses que je n'aurais pas anticipées et qui peut-être vont affaiblir le système que j'avais mis en place. Donc ça veut dire que nous, on a vraiment un œil attentif à ces choses-là parce que souvent, enfin quasiment systématiquement, la productivité n'est pas l'ami de la sécurité. Et il faut trouver des compromis qui permettent d'être productif et de garder la productivité qui est essentielle puisqu'on est là pour ça, tout en ayant un niveau de sécurité qui feront que l'activité sera pérenne. Parce que c'est bien de ça dont je parle quand je parle de sécurité, c'est la pérennité du dispositif et de son fonctionnement. Parce que si jamais vous êtes productif, mais qu'à l'instant T, il y a suspension du service parce que en termes de sécurité, il y a eu un problème, du coup, on n'est plus productif. Et donc, cette productivité, on l'a perdue. Et la sécurité, elle est là pour ça, c'est pour garantir cette productivité. Donc, il faut y penser en permanence et la soutenir. Et en permanence, il va falloir l'améliorer parce que, comme en tout processus, ça n'est pas un objectif, enfin, c'est un objectif, c'est un chemin qu'on va emprunter, mais à l'instant T, c'est pas parce qu'on l'a posé que ça va fonctionner. Il va falloir faire des mises à jour, il va falloir améliorer les configurations, il va vérifier en temps réel, falloir vérifier en temps réel que le dispositif s'adapte bien à son environnement qui est mouvant, qui change, qui bouge, et c'est toutes ces choses-là qu'il va falloir intégrer. Ok. Donc, voilà, globalement, on vous a présenté notre vision d'un projet IoT et des points de vigilance et des solutions qu'on apporte déjà à la mise en place, à la sécurisation de ces projets. Donc là, on va refaire une page de présentation de 26, de Synox, de l'actualité à venir. Nous allons enchaîner ensuite avec des questions, donc n'hésitez pas à les poser dès maintenant. Donc vous pouvez utiliser la fenêtre de communication qu'il y a dans l'outil pour cela. Ça nous permettra d'anticiper un tout petit peu les réponses pendant cet écran publicitaire. Donc Eric, je te laisse présenter D26. Oui, alors rapidement, D26, c'est une société qui a été fondée en 2012, effectivement, qui s'appuie sur des partenariats technologiques forts. Aujourd'hui, partenaire de Microsoft, entre autres, de Palo Alto, d'un certain nombre d'acteurs sur le sujet. Historiquement, beaucoup de réseaux, d'infrastructures, de cloud, mais aussi du développement, et tout ça avec un ADN sécurité bien marqué, ce qui fait que
on a créé depuis 1 an et demi, hein, j'ai rejoint la société à cette époque-là, la BU, la Business Unit Cybersécurité, et là où nous, dans le cadre de ces spécialités-là, on intervient effectivement tout particulièrement sur l'accompagnement, sur la conformité, sur les audits, sur les contrôles, sur les tests. Mais le savoir-faire transverse permet d'accompagner sur la partie industrielle, on a des gros clients industriels, sur la partie IoT, sur du déploiement de cloud, etc. Ok. Côté Synops, nous, on est intégrateur et éditeur de solutions IoT. On accompagne les entreprises et les collectivités à mettre en place ces solutions avec nos solutions software. On est éditeur de logiciels. Donc, on a un grand écosystème de partenaires sur tout ce qui est device maker, opérateurs télécom, laboratoires de recherche qui nous accompagnent à toujours fournir de manière, je dirais, agnostique la meilleure solution pour nos clients. Quelques références clients sur les domaines, je dirais, sur les secteurs d'activité sur lesquels on est le plus présent dans le transport connecté, la santé connectée, la smart énergie, la smart city, le smart building, la smart industrie et la sécurité. Donc on a une actualité qui va aller avec l'actualité des salons. On va être présent le 18 et le 19 mars sur le salon IoT World. Donc on a bien sûr un stand, on participe à quelques tables rondes, Emmanuel Mouton, le CEO et moi-même, 4 tables rondes dont je vous laisse voir les horaires et les sujets, plus un atelier produit avec un retour d'expérience très intéressant de notre client EDF. Donc là, je pense qu'en termes de projet IoT et prise en compte de la sécurité avec ce client-là, effectivement, il y aura un retour d'expérience très intéressant si vous pouvez venir sur Paris et participer au salon. C'est avec plaisir. Donc, on a pour l'instant une question. Donc, j'espère que ça va débrider les autres participants à en poser. Ce qui est, est-ce que vous faites des tests de pénétration sur les capteurs et comment vous y prenez? Donc, Eric, peut-être déjà expliquer ce qu'est un test de pénétration sur Alors, effectivement, lorsqu'on doit évaluer la solidité technique en termes de sécurité d'une plateforme, quelle qu'elle soit d'ailleurs, on peut commencer par faire ce qu'on appelle des tests de vulnérabilité, vérifier si les vulnérabilités connues, au moins connues par le testeur, sont présentes. Et si elles sont présentes, les qualifier. Et puis après, une fois qu'on a identifié des vulnérabilités, on peut décider de vérifier si elles sont exploitables pour pouvoir rentrer réellement sur le dispositif. C'est de là le test de pénétration. On va pénétrer sur le dispositif et prouver qu'effectivement, on peut prendre la main partiellement ou totalement sur le dispositif. Donc là, on est sur du dur, hein, puisqu'en fait, on est réellement en train d'essayer de pénétrer le dispositif pour pouvoir lui faire autre chose que ce qui était prévu, ou alors sauf se mettre dessus et se mettre en écoute, hein, pourquoi pas, une fois qu'on est dessus. Enfin, une fois qu'on a la main dessus, on fait un petit peu ce qu'on veut. Le test de vulnérabilité, attention, c'est vraiment taper sur le protocole, hein, pardon, ne pas taper sur le protocole, mais taper sur l'implémentation, sur le hardware et toutes ces choses-là. La partie test de pénétration, est-ce qu'elle est importante? Alors oui, en fonction de l'infrastructure que vous allez vouloir déployer et ce que vous allez vouloir faire dessus, ça peut être utile de vérifier que, en particulier si on parle des capteurs, que les capteurs résistent en fait à ça et résistent à un premier niveau d'attaque, parce qu'après ça dépendra des moyens que vous mettrez naturellement pour essayer de rentrer dessus. Peut-être que ce que vous allez mandaté comme test de pénétration sera 1 ou 2 jours de travail et que celui qui va les attaquer va mettre 8 jours. Donc, à ce moment-là, peut-être qu'il passera. Mais déjà, évaluer un premier niveau pour voir si le dispositif est résistant. Alors, ça ne se fait pas, on ne peut pas dire que c'est très courant. Ceci étant, ça peut être très utile sur des dispositifs sur lesquels soit vous avez un doute, soit qui sont dans des environnements sensibles. Merci Eric. Donc nous, on complémente ce test de pénétration. Effectivement, nous, on n'est pas sur la partie hardware, donc on va pas aller challenger les device makers à ce niveau-là. Mais par contre, c'est vrai que nous, on va sur la liste des capteurs qui sont
interopérable avec notre plateforme. On a plus de 200 modèles de capteurs qui sont intégrés. Nous, on comprend le comportement et on sait détecter les comportements anormaux de chacun des capteurs. Voilà, par exemple, si un capteur doit communiquer une fois par jour et qui se met à communiquer toutes les secondes, ben, voilà, c'est le cas extrême, on va le détecter, mais on peut aussi détecter vraiment des comportements anormaux ou sur la fréquence de remontée de données, sur le format des trames, pour voir si effectivement il y a un capteur qui a été dévié de son usage ou sur lequel on essaie de nous attaquer en passant par le biais d'un capteur. J'ai une deuxième question qui est comment se met en place un APN privé. Donc ça, c'est effectivement, je l'ai évoqué tout à l'heure sur un terme de sécurisation de réseaux cellulaires. Je vais répondre assez rapidement à cette question. Aujourd'hui, dans les réseaux cellulaires, on utilise, je dirais, deux bases, ce qu'on appelle un APN public, c'est-à-dire l'APN qui est fourni par l'opérateur quand on met et qui est reconnu automatiquement par le device. On peut mettre en place des APN privés, ce qui fait que l'APN privé, c'est une configuration réseau qui est mis au niveau du device. C'est un paramétrage quand on paramètre la carte SIM sur son device, qui permet, quand la donnée arrive ou quand la demande de connexion arrive sur le cœur de réseau de l'opérateur cellulaire, de ne pas partir sur Internet, mais d'utiliser un canal sécurisé. L'opérateur va rediriger les données et les demandes de connexion vers du coup les infrastructures qu'on met en place. Donc du coup, avec soit un lien sécurisé entre le cœur de réseau opérateur et nos infrastructures, ce qui fait que ça amène deux avantages principaux, c'est que la donnée ne part pas sur Internet, même si elle est chiffrée au niveau du device, elle va partir sur notre infrastructure. Donc ça peut éviter, ça peut permettre de sécuriser des fois des capteurs qui n'ont pas la capacité de chiffrer, parce qu'il y a toute la problématique de consommation d'énergie, de la sécurité, c'est un point important à évaluer. Donc on peut utiliser ce canal-là, et ça permet aussi d'accéder sur un réseau privé complètement étanche d'Internet. Donc on l'a vu tout à l'heure avec des utilisateurs qui peuvent prendre la main à distance à travers un VPN sur des devices, sur un réseau privé qui ne va pas pouvoir être attaquable de l'extérieur. Une autre question, j'ai une solution actuelle de capteurs hétérogènes qui passe par un VPN sur de la 3G, peu stable, pour communiquer avec des automates de mesure sonore. C'est précis. Problème de la 3G, pas d'IP fixe. Problème pour attendre que les capteurs remontent le VPN. Est-ce qu'un APN privé peut m'aider? Que pouvez-vous proposer? Donc, effectivement, ça vient dans la complémentarité. Donc, c'est vrai que le VPN est coûteux en bande passante, en capacité de calcul. Effectivement, l'APN privé n'est pas chiffré par défaut. Donc, vu qu'on ne passe pas par un canal sécurisé, on peut s'abstraindre de ce VPN. Et l'avantage, c'est qu'on accède à des IP fixes. Alors, je vois Eric qui fait la moue. On a quand même toujours une partie radio entre le device et l'antenne qui fait qu'on peut intercepter localement les données. Donc, il est toujours préférable de chiffrer ces données quand on les envoie à partir du device. Moi, je pense qu'effectivement, l'avantage de la PN privée, c'est la compartimentation. Après, il restera le flux. Le flux, sans VPN, il sera en clair. Avec un VPN, il sera chiffré. Donc, du coup, l'usage, y compris dans un VPN privé, je pense, si on peut encourager l'usage, et si c'est possible du VPN, il faut le faire. Ouais. Donc voilà, je vous invite à nous recontacter si vous voulez plus de détails sur une démonstration sur ce qu'on peut faire en APN privé. Mais oui, l'APN privé peut répondre à ces problèmes je dirais d'augmentation d'utilisation de la bande passante du VPN, et surtout à l'accès par des adresses IP qui sont fixes mais privées. Voilà, il y a des solutions d'adresse IP fixe publique, mais alors là, c'est effectivement ce qu'on peut déconseiller le plus en sécurité, parce que là, forcément, elles sont connues et attaquables, donc elles peuvent se faire attaquer et bombarder assez fréquemment et entraîner des dénis de service du device. En plus de problèmes de surconsommation. Alors,
Alors, combien de temps ce dispositif prend-il? Ouais. Alors là, je ne comprends pas la question. Ah oui, c'est sur la mise en place d'un APN privé. Alors, on est très APN privé. Alors, on a deux solutions d'APN privé. On a un APN privé mutualisé, donc qui est déjà en place et que vous pouvez utiliser du jour au lendemain. Et effectivement, pour un niveau de sécurité supérieur, on parle d'EDF pour lequel on l'a mis en place. On a mis des APN privés dédiés. Donc là, effectivement, il y a quelques semaines, voire quelques mois, en fonction du périmètre, où on va mettre en place un APN privé qui sera voilà, dédié à votre entreprise avec un niveau de sécurité, des interconnexions voilà, qui ne seront pas mutualisées avec nos autres clients, donc avec un niveau de sécurité beaucoup plus fort. Donc voilà, la réponse à un APN privé mutualisé, c'est immédiat. Un APN privé dédié, ça peut prendre effectivement un temps de projet de quelques semaines, quelques mois. Donc, j'ai des besoins de communication bidirectionnelle. Donc là, c'est la même personne qui posait la question sur les adresses IP fixes au niveau de l'APN privé. Donc, j'espère avoir répondu. Avec un APN privé, peut-on avoir une adresse IP fixe? Oui. Effectivement, on va monter le plan d'adressage réseau pour que vous puissiez accéder soit en VPN site à site, soit via un OpenVPN à l'ensemble de vos devices sur le même ou sur des réseaux privés compartimentés si vous avez plusieurs domaines. Donc, une autre question. Bonjour, la plateforme SoSecure interagit avec M2M, les gateways, DataVis, autres éléments de l'infra. Quel est son niveau d'intégration? Alors, ça, c'est au niveau de nos offres qu'on a pu voir dans les slides tout à l'heure. Bon, effectivement, la partie SoSecure, c'est une solution de sécurisation de l'infrastructure qui englobe, je dirais, la sécurité de nos instances, soit M2M, soit DataVis. Donc, soit M2M, c'est notre plateforme de device management qui permet de gérer le déploiement, l'activation, la sécurité des devices. Sous DataVis, ça récupère le flux de données. Donc ça, en mode SaaS, c'est complètement intégré dans notre brique de sécurisation infrastructure SoSecure. Et puis après, derrière, on va faire évoluer cette brique-là sur du on-premise ou sur des solutions qui vont intégrer une partie de l'IT du client pour aller sécuriser des flux avec notre solution de sécurisation de firewall ou de VPN. Ok, merci pour les réponses. Donc, je pense que ça, c'était la personne qui avait l'APN privée. Voilà, ben, je pense qu'on a fait le tour des questions. 11h46, on est super dans le timing. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. On peut peut-être en prendre juste une dernière. Sinon, ben, n'hésitez pas. Hop, non, c'est fini. Il me semblait qu'il y avait un slide avec les contacts. Il est là. Ah oui, il est masqué. Bon, vous ne le voyez peut-être pas de manière optimale à l'écran. Donc, n'hésitez pas à nous joindre soit sur les interlocuteurs que vous avez l'habitude d'avoir chez Synox, soit sur les interlocuteurs, enfin, soit sur la boîte contact. Vous pouvez utiliser notre site web pour faire des demandes de démo, vous abonner à la newsletter. On fera suivre s'il y a des questions. Voilà, pour des 26, pareil, vous passez par le site internet, tout est dessus, tous les liens sont dessus. D26.com. Voilà, donc merci pour votre attention que nous avons vue constante au long de ce webinaire. Un replay sera disponible, voilà, qu'on diffusera sur les réseaux sociaux. Et je vous remercie et à bientôt pour un prochain webinaire. Merci. Au revoir. Nickel. Hop, bon, vous avez partagé le truc. C'est normalement c'était coupé. Oui, je pense. Ouais. Ah, ça se coupe tout seul? C'est toi qui l'as coupé? Cette section est en cours d'enregistrement. Hein. Je fais quitter? C'est pas coupé. Non, c'est pas coupé. Arrêtez d'enregistrer.